Ces derniers mois, la Thaïlande a été le théâtre de nombreux scandales qui ont défrayé la chronique. Toutes ont en commun un secteur d'activité bien particulier, celui des mères porteuses. Les autorités thaïlandaises se disent déterminées à clarifier ce business extrêmement lucratif. Cyril Payen est parti enquêter sur ces fermes à bébés de Thaïlande, là où la frontière entre adoption, aide à la procréation et trafic humain est souvent floue. Nous sommes en plein cœur du quartier financier de Bangkok. Il y a encore quelques semaines, cet immeuble abritait l'une des cliniques de procréation artificielle les plus en vue de la ville. Une clinique privée et très prospère qui a subitement disparu des radars. Bonjour, est-ce qu'on peut entrer? Non, c'est fermé. Il n'y a personne pour nous parler ici? Si, enfin non. Je ne peux pas vous répondre, c'est fermé. Si la clinique IVF, comme d'autres, défraie la chronique thaïlandaise, c'est que l'on s'y livre à des pratiques de procréation douteuses profitant d'un vide juridique. Un milliardaire japonais a ainsi pu faire concevoir 9 de ses 15 nourrissons dans ce seul établissement. Pourquoi et comment la Thaïlande est-elle devenue une véritable usine à bébés? Au plus haut sommet de l'État, c'est l'embarras, d'autant que la police a découvert une gigantesque filière de mères porteuses. Comment expliquez-vous qu'autant de jeunes femmes thaïlandaises soient volontaires pour entrer dans ces réseaux? Vous savez, ces filles ont bien compris qu'elles pouvaient se faire beaucoup d'argent en quelques mois. C'est difficile de résister à cette tentation pour elles, je pense. Le business international des mères porteuses rapporte des centaines de millions d'euros chaque année. La Thaïlande en est la plaque tournante. Un véritable vivier à mères porteuses dont les nouveau-nés partent dans le monde entier. Pour aller à la source, nous allons vers l'extrême nord de la Thaïlande, dans les campagnes pauvres qui bordent la Birmanie et le Laos. Le village de Pak Ork a été rebaptisé ferme à bébés. Madame Panida est née ici. Elle est l'une des rares à ne pas avoir succombé à la tentation, comme l'ont fait presque toutes ses amies d'enfance. C'est un péché. Comment peut-on vendre la chair de sa chair? Je ne comprends pas comment elles s'en sont arrivées là. Je les connais toutes. Elles le regretteront un jour. À Pak Ork, c'est l'omerta. La plupart des maisons du hameau numéro 9 sont vides. Ici, on compte pas moins de 22 mères porteuses pour 20 familles. Alertées du scandale à Bangkok par leurs agents, elles ont fui ou se cachent. Il faut se rendre à la pagode, le temple bouddhique du village, pour trouver l'un des rares interlocuteurs qui acceptent d'aborder le sujet. Je suis un religieux, je n'ai rien à craindre de la vérité. Et la vérité, c'est que tout le monde est impliqué. Les riches et les puissants, tout le monde. Je n'ai pas peur de le dire, la police, les médecins, ils baignent tous dans ce trafic immoral. Oui, c'est bien ce que les enquêteurs redoutent. La filière thaïlandaise impliquerait beaucoup de gens. L'un des principaux obstacles ici en Thaïlande, c'est l'application de la loi. Tout le monde sait que ce n'est jamais simple ici. Mais bon, grâce à ces scandales, au moins, il nous est permis d'espérer que le message va être largement diffusé. Et ce message, c'est que la Thaïlande n'est plus un pays où l'on peut faire tout et n'importe quoi pour avoir un bébé. Retour à Pak Ork, dans cette ferme à bébés du nord thaïlandais, les langues ont fini par se délier quelque peu. Nous allons finalement réussir à trouver une mère porteuse. C'est elle? Allez, on y va. Cette jeune femme de 24 ans a accouché à Bangkok il y a 2 mois, dans la clinique IVF, aujourd'hui fermée. Sa grossesse lui a rapporté 7 000 €. Son bébé a été livré à un couple en Allemagne. J'ai accompli une bonne action pour des étrangers qui ne pouvaient pas avoir de bébé. Je ne vois rien de mal à cela. C'est un bon travail. Ce qui me gêne, c'est quand j'entends qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger grâce à nos ventres. Après, quand il y a un problème, les mères porteuses doivent se cacher comme des criminels. Ce n'est pas juste. Le scandale des mères porteuses thaïlandaises va probablement pousser le gouvernement à passer des lois, quitte à tarir une importante source de revenus dans les campagnes.
Aujourd'hui, des sports improbables reviennent sur le devant des terrains de jeu. Oubliés ou parfois issus de l'imaginaire, certaines pratiques inattendues trouvent de nombreux adeptes et le spectacle est au rendez-vous. Ancêtre de tous les jeux de raquettes, coup de projecteur d'abord sur le jeu de paume. Le jeu de paume était extrêmement populaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en France. Aujourd'hui, il ne reste que 2 salles en Île-de-France, celle du château de Fontainebleau et celle de la rue Lauriston, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est dans cette salle que nous vous entraînons pour découvrir ce sport. Aujourd'hui, des sports improbables reviennent sur le devant des terrains de jeu. Oubliés ou parfois issus de l'imaginaire, certaines pratiques inattendues trouvent de nombreux adeptes et le spectacle est au rendez-vous. L'Open de France international de jeu de paume s'est déroulé fin septembre. Pendant une semaine, s'affrontaient les meilleurs joueurs mondiaux. C'est un tournoi qui a lieu tous les ans, c'est l'Open de France de jeu de paume, c'est un des tournois du Grand Chelem et on est 4 pays au monde à jouer, les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre et la France. L'ancêtre du tennis a survécu à son successeur. Mais paradoxalement, c'est en France, le pays qui a vu naître le jeu de paume, que l'on compte le moins de joueurs. 300 sur 10 000 en tout dans le monde. On a pour objectif avec les membres de notre comité de pouvoir développer le sport, faire réouvrir des nouveaux cours. Car s'il y a un regain d'intérêt pour le jeu de paume, la discipline se heurte à un problème de taille. Il ne reste plus aujourd'hui que 2 cours en France. Cette salle à Paris et une autre à Fontainebleau en région parisienne. Pourtant, pendant des siècles, c'était le sport numéro 1 partout dans le pays. Le jeu de paume est probablement né au XIVe ou XVe siècle. Le jeu de paume a été extrêmement populaire pendant la Renaissance en France au XVIe siècle et XVIIe siècle. On dit qu'il y avait 250 jeux de paume à Paris à cette époque-là, selon des récits de l'époque, qu'il y avait donc plusieurs centaines aussi de jeux de paume dans la France entière, et tout le monde pratiquait le jeu de paume à cette époque-là, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. Ceux qui avaient les moyens jouaient avec une raquette. Les autres se contentaient de leurs mains, d'où le nom de jeu de paume. L'une des raisons du déclin de ce sport, c'est la popularité du tennis au XIXe siècle, qui avait simplifié les règles. Les adeptes de la paume sont au contraire séduits par un jeu plus stratégique. Vous pouvez vous servir du toit, vous pouvez servir des murs, faire des doubles rebonds. Donc ça donne beaucoup plus de possibilités qu'au tennis ou au squash. Dans un registre plus déjanté, le roller derby est un sport de contact à roulettes créé en 1925 aux États-Unis et qui avait disparu dans les années 80. Cette discipline trouve un second souffle en 2010 grâce au film Bliss de Drew Barrymore et des équipes commencent à se former en France. L'équipe des Succubes se crée en 2012 dans les Yvelines, près de Paris. Une des clés du succès de ce sport, c'est cet esprit bad boys ou bad girls. C'est un monde original, le roller derby, puisqu'effectivement on a les tenues qui sont un peu originales, effectivement. Tatouages, piercing, musique assez rock'n'roll, effectivement. Il ne faut pas avoir peur du contact non plus. Le principe de ce sport-spectacle est assez complexe. Sur une piste ovale, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent. À chaque fois qu'un joueur parvient à dépasser le mur du camp adverse, il marque des points. Et pour passer, il faut savoir pousser. Les coups accordés, voilà, c'est uniquement avec les épaules, pas de coup de coude, pas de coup de poing, et avec les hanches. On peut pousser également avec le devant du torse. C'est un exutoire. On a un autre personnage. Et pour moi, je dis toujours, c'est un sport de mec pour les filles. C'est un exercice de confiance en soi également. Parce qu'on a énormément de filles qui sont arrivées timides, qui ont vraiment relâché leur caractère. Le roller derby connaît une croissance exponentielle et rassemble aujourd'hui plus de 3000 licenciés, dont 80% de femmes. Le club des Succubes a multiplié son effectif par 6 depuis son lancement. Désormais, il faut former les fraîches. On les appelle les fraîches parce que c'est en fait le terme fresh meat qui veut dire viande fraîche. Vous devez savoir tomber. Le but du jeu, je tombe sur un genou, je me relève tout de suite. Pour pouvoir être opérationnel en match, les fraîches doivent passer un examen pratique et théorique. Moins formel et sans doute plus insolite, voici le Quidditch. Sorti directement de l'imagination de J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, le sport préféré des sorciers a été transposé dans la vie réelle. Le Quidditch, c'est né aux États-Unis en 2005. Ça a été créé par 2 étudiants en sport américains.
C'est devenu un vrai de vrai sport avec un vrai règlement. Donc on joue toujours avec un soif qui est une balle de volet légèrement dégonflée pour qu'on puisse la saisir à une main. Que 3 poursuiveurs doivent se faire passer doivent faire passer à travers les anneaux pour gagner 10 points pour leur équipe, les anneaux étant protégés par un gardien de chaque côté. Et pour les empêcher de marquer, les poursuiveurs sont gênés par les batteurs qui doivent les toucher avec une autre balle qu'on appelle le cognard. Sans oublier l'accessoire indispensable pour tout sorcier, le balai. On a 2 types de joueurs. On a vraiment ceux qui sont des fanats absolus de Harry Potter et pour qui jouer au Quidditch et monter sur un balai volant, c'était un rêve de gosse. J'en fais partie. Et après, il y a les vrais sportifs qui sont contents de découvrir un nouveau sport et de participer au développement de quelque chose de neuf. Car la pratique de Quidditch est encore assez confidentielle en France. La première équipe s'est formée à Nantes en 2011. On en compte aujourd'hui une vingtaine, ce qui représente environ 150 joueurs. Alors cette année, on va avoir le droit à la première Coupe de France à Viroflay les 6 et 7 décembre. Et après ça, on va effectivement lancer un championnat de France sur l'année. L'occasion de populariser ce sport encore très méconnu et qui interpelle les passants à chaque entraînement. Je trouve ça plutôt amusant. Je m'y attendais pas du tout à ce que ça existe vraiment et qu'il y ait autant d'équipes en France. La partie de Quidditch s'arrête lorsqu'une équipe parvient à attraper la dernière balle du jeu, le vif d'or, accroché à un joueur neutre. Le prochain tournoi aura lieu les 25 et 26 octobre prochains à Vincennes et devrait rassembler 160 joueurs internationaux. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Bonne soirée.